Le 7 septembre 2025, Somgand cesse d'être un volcan oublié et devient un signal mondial. Selon les premiers récits, des instruments et des analyses satellitaires révèlent au cœur de la roche volcanique un treillis continu de carbone cristallisé, décrit comme un gisement de diamants sans précédent, assez vaste pour faire trembler marchés et chancelleries. Mais si la planète célèbre, pourquoi tant de capitales s'inquiètent-elles quand Ibrahim Traoré insiste sur la souveraineté plutôt que sur la concession immédiate? Parce qu'ici, la découverte ressemble moins à une fortune qu'à une épreuve de contrôle. Cette histoire promet plus qu'un récit spectaculaire de diamants découverts sous un volcan. Elle propose une lecture claire de ce qui se joue quand une ressource stratégique surgit dans un pays longtemps cantonné aux marges du pouvoir mondial. Des choix rapides, des risques élevés et des conséquences durables pour l'État comme pour les citoyens. À travers les décisions annoncées par Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la richesse minière. Il touche à la capacité d'un pays à définir seul ses priorités, à gérer la pression extérieure et à éviter que l'abondance ne devienne un piège. Pour le public, l'intérêt est concret. Comprendre comment une découverte naturelle peut transformer la stabilité politique, les alliances internationales et les conditions de vie ordinaires, parfois en quelques mois. Ce qui se décide maintenant au Burkina Faso éclaire un dilemme universel. Comment convertir une opportunité rare en progrès réel sans perdre le contrôle de son avenir? En quelques heures seulement, les données ont changé de statut. Ce qui semblait une anomalie est devenu une certitude stratégique. Les relevés satellitaires et les scanners souterrains ont confirmé une densité de carbone cristallisé jamais observée auparavant, concentrée sous le volcan Somgand, au centre du Burkina Faso. La découverte n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une mission d'exploration menée par des ingénieurs burkinabés, appuyés par des spécialistes étrangers, initialement destinés à des recherches minières ordinaires. Lorsque les instruments ont commencé à afficher des motifs irréguliers, l'hypothèse d'une erreur technique a d'abord prévalu. Mais la répétition des signaux, puis leur validation croisée par satellite, a rapidement dissipé le doute. À ce moment-là, l'enjeu a basculé de la science vers la sécurité nationale. L'information est remontée à Ouagadougou dans la même journée. Des moyens militaires ont été mobilisés pour sécuriser la zone, tandis que des géologues et des observateurs internationaux étaient dépêchés sur place. Ce qu'ils ont constaté a renforcé la portée de l'annonce. Des couches continues de diamants enchâssés dans la structure volcanique, formées sur des millions d'années, dissimulées sous des strates de cendres et de roches. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré intervient publiquement. Son discours ne célèbre pas la richesse en tant que telle, mais insiste sur l'épreuve qu'elle représente. Il présente la découverte comme un test collectif, celui de la capacité du pays à rester maître de ses décisions face à l'attention soudaine des marchés, des gouvernements et des acteurs étrangers. À partir de cet instant, le Burkina Faso cesse d'être un simple sujet d'actualité régionale. Il devient un point de convergence où se croisent d'espoirs nationaux et calculs internationaux, ouvrant une séquence dont les effets dépassent largement la géologie. Sur le terrain, la découverte commence à prendre un visage humain. Autour de Somgand, les ingénieurs burkinabés chargés de l'exploration deviennent, malgré eux, les premiers témoins d'un basculement historique. Leur mission, initialement technique, se transforme en responsabilité nationale. Chaque donnée collectée, chaque image transmise peut désormais avoir des implications politiques et sécuritaires. Dans les villages voisins, la présence accrue de militaires et de drones change le rythme quotidien, installant à la fois un sentiment de protection et d'incertitude. Dans la capitale, les premiers effets se font sentir presque immédiatement. Les radios et chaînes nationales relaient l'information en continu,
rompant avec des années de récits dominés par l'insécurité ou la crise. Pour de nombreux citoyens, l'annonce agit comme un choc symbolique. Elle introduit l'idée que le pays n'est plus seulement en réaction aux événements, mais au centre d'un processus qui attire l'attention mondiale. Les marchés, les universités et même les casernes deviennent des lieux de discussion où l'on parle d'avenir plutôt que de survie. Au sommet de l'État, Ibrahim Traoré adopte une posture mesurée. Il multiplie les réunions avec des profils variés, militaires, économistes, ingénieurs, afin de cadrer la suite avant que l'euphorie ne prenne le dessus. Cette approche prudente vise à éviter un emballement incontrôlé tout en maintenant l'élan d'unité nationale observé dans les premiers jours. Le message est clair. La découverte n'est pas une fin, mais un point de départ. À ce stade, l'impact est surtout psychologique et politique. En quelques jours, le Burkina Faso change de statut dans les perceptions internes comme externes, posant la question essentielle: comment transformer cet élan initial en trajectoire durable? Le basculement s'opère en trois temps distincts, chacun accélérant le suivant. D'abord, l'activation. Dès la confirmation officielle, le site de Somgand passe sous contrôle renforcé. Des hélicoptères militaires survolent la zone, un périmètre de sécurité est établi et l'accès était strictement limité. Cette réaction rapide ne vise pas seulement à protéger une ressource, mais à envoyer un signal clair. L'État entend garder la main dès les premières heures. Dans le même temps, les autorités centrales centralisent l'information, réduisant les fuites et évitant que des récits contradictoires ne s'installent. Vient ensuite le moment de la montée en tension. À l'intérieur du pays, l'annonce déclenche des scènes de célébration inhabituelles. Dans les villes comme dans les zones rurales, l'événement est interprété comme une reconnaissance tardive de la valeur du territoire et de sa population. Les discours publics changent de ton. On parle moins de contraintes imposées de l'extérieur et davantage de choix à effectuer. Ibrahim Traoré, conscient de cette dynamique émotionnelle, insiste sur la responsabilité collective plutôt que sur la promesse de gains rapides, cherchant à canaliser l'enthousiasme sans l'étouffer. Parallèlement, à l'extérieur, les réactions s'organisent avec une rapidité comparable. Des capitales occidentales classent l'événement comme stratégique, tandis que d'autres acteurs y voient une opportunité de renforcer des partenariats existants. Les médias internationaux multiplient les analyses, comparant la découverte à des moments fondateurs de l'histoire des ressources des colosses naturels ailleurs dans le monde. Cette mise en parallèle alimente l'idée que le Burkina Faso entre dans une phase où chaque décision sera scrutée et interprétée bien au-delà de ses frontières. Le troisième temps est celui des premières répliques. Des délégations étrangères manifestent leur intérêt, parfois de manière directe, parfois plus discrètement. Les discussions portent sur la coopération technologique, la sécurité du site et les cadres juridiques possibles. À Ouagadougou, ces sollicitations sont perçues comme un test. Accepter trop vite reviendrait à perdre l'avantage. Refuser systématiquement risquerait l'isolement. Ibrahim Traoré réunit alors un cercle restreint de conseillers pour tracer une ligne de conduite fondée sur le contrôle national et la diversification des partenariats. Cette séquence rapide, sécurisation, mobilisation intérieure, tes pressions extérieures transforment la découverte en événement politique à part entière. En quelques jours, le Burkina Faso passe d'un récit centré sur la gestion de crise à une position où il doit arbitrer entre opportunités historiques et risques structurels. La question n'est plus de savoir ce qui a été trouvé sous Somgand, mais ce que le pays choisira d'en faire. Le premier point de comparaison est simple. Avant Somgand, le Burkina Faso
ne figurait pas parmi les acteurs majeurs des marchés mondiaux du diamant. Après la découverte, les analyses évoquent un gisement d'une taille décrite comme supérieure à tout ce qui a été officiellement enregistré jusque-là, ce qui change immédiatement l'échelle à laquelle le pays est perçu. Les données recueillies sur le site indiquent des couches continues de carbone cristallisé réparties sur une vaste structure volcanique. Cette continuité est déterminante car elle suggère une exploitation potentielle sur le long terme plutôt qu'un pic ponctuel. En termes économiques, cela signifie que la ressource ne se limite pas à une manne immédiate, mais ouvre la perspective de revenus étalés dans le temps à condition que l'extraction soit maîtrisée. Cette distinction explique pourquoi les autorités parlent davantage de stratégie que de profit rapide. Un second indicateur concerne la réaction des marchés internationaux. Dans les jours qui suivent l'annonce relayée par Africa News, les prix du diamant enregistrent une hausse notable, alimentée par l'anticipation d'un nouvel acteur capable d'influencer l'offre globale. Cette variation n'est pas attribuée à une mise sur le marché effective, mais à la simple confirmation de l'existence du gisement. Autrement dit, l'impact se produit avant même la première extraction, soulignant le poids symbolique et anticipatif de l'information. Le troisième élément chiffré porte sur la diversification des ressources associées au site. Les analyses ultérieures révèlent la présence de terres rares sous les couches de diamants, des matériaux essentiels pour les batteries, les satellites et certaines technologies de défense. Là encore, le contraste est net. Avant, le Burkina Faso n'était pas intégré aux chaînes de valeur de ces secteurs stratégiques. Après, il devient un point potentiel de dépendance pour des industries sensibles. Cette transition de statut explique l'intensité des réactions diplomatiques observées à Washington, Pékin et Moscou. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas brandis comme des trophées, mais comme des paramètres à maîtriser. Dans ses échanges avec ses conseillers, ils servent à mesurer les risques autant que les opportunités. Risques de surexposition, de pression concurrente ou de déséquilibres internes. La lecture officielle insiste sur une approche graduée, où chaque donnée chiffrée doit être traduite en décisions concrètes et réversibles. En résumé, la dimension quantitative de Somgand ne se limite pas à la taille du gisement. Elle redéfinit le positionnement économique et géopolitique du pays bien avant toute exploitation industrielle. Les chiffres, ici, ne concluent pas l'histoire. Ils en ouvrent une nouvelle phase, plus complexe, où la maîtrise de l'information devient aussi stratégique que la ressource elle-même. Deux lectures opposées émergent rapidement autour de la découverte de Somgand, chacune s'appuyant sur des arguments cohérents. La première, souvent portée par des analystes internationaux et certains partenaires potentiels, souligne le risque classique de la malédiction des ressources. Selon cette vision, l'arrivée soudaine d'une richesse minérale majeure tend à fragiliser les institutions, à attirer des ingérences extérieures et à détourner l'économie d'autres secteurs essentiels. Les exemples abondent ailleurs. Inflation rapide, dépendance excessive à une seule rente et tensions sociales accrues autour de la redistribution. Dans ce cadre, l'ouverture rapide à des acteurs expérimentés serait présentée comme un moyen de limiter les erreurs techniques et de sécuriser les revenus. La seconde lecture, plus critique, met en garde contre une dépendance précoce vis-à-vis d'intérêts étrangers. Elle rappelle que la perte de contrôle se joue rarement au moment de la découverte, mais dans les premiers contrats et concessions. Selon cette approche, céder trop vite l'expertise, la sécurité ou la transformation industrielle revient à figer le pays dans un rôle de simple fournisseur de matières premières. Le coût à long terme serait alors politique autant qu'économique,
car la marge de décision nationale se réduirait au fil des accords signés sous pression. Face à ces deux positions, la réponse officielle cherche un équilibre pragmatique. Les décisions annoncées privilégient une montée en compétences internes progressive, combinée à des coopérations ciblées et encadrées. L'objectif affiché n'est ni l'autarcie totale, ni l'ouverture sans condition, mais une séquence maîtrisée où chaque partenariat est évalué à l'aune du transfert de savoir, de la sécurité et de la durabilité. Cette ligne vise précisément à éviter les écueils pointés par les deux camps. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un arbitre idéologique que comme un gestionnaire de risques. Les choix présentés reposent sur l'idée que la véritable vulnérabilité ne vient pas de la ressource elle-même, mais de la vitesse et de la nature des engagements pris. En confrontant frontalement les arguments opposés, la stratégie burkinabé tente de transformer une controverse classique en levier de négociation. Reste une question centrale. Cette synthèse tiendra-t-elle lorsque la pression économique et diplomatique s'intensifiera ou sera-t-elle mise à l'épreuve par les premières concessions concrètes? Les analyses approfondies menées après l'annonce initiale modifient brutalement la lecture de Somgand. Sous les couches de carbone cristallisé, les capteurs identifient la présence de terres rares, des matériaux essentiels aux batteries, aux satellites et aux technologies de défense modernes. Cette information change l'équation. La découverte n'est plus seulement symbolique ou économique, elle devient structurellement stratégique. Le site concentre désormais deux types de ressources capables d'influencer des chaînes de valeur mondiales sensibles. Ce basculement explique la montée soudaine de la tension internationale. Les réactions ne portent plus uniquement sur l'exploitation minière, mais sur la dépendance technologique potentielle qu'un tel gisement peut créer. Pour certains pays, l'enjeu n'est plus d'accéder à des diamants, mais d'éviter qu'un acteur indépendant ne contrôle un nœud critique de ressources du futur. La pression diplomatique se fait alors plus feutrée mais aussi plus insistante. Dans les cercles dirigeants, à Ouagadougou, cette révélation impose un changement de rythme. Les discussions ne se limitent de plus aux revenus ou à la sécurité du site, mais s'élargissent aux implications industrielles et géopolitiques à long terme. Ibrahim Traoré comprend que la fenêtre de décision se resserre. Chaque annonce, chaque silence peut désormais être interprété comme un signal stratégique. À partir de ce point médian, l'histoire ne porte plus seulement sur ce que le Burkina Faso possède, mais sur la manière dont il choisira d'inscrire ses ressources dans un ordre mondial en recomposition. Pour l'État burkinabé, la découverte de Somgand entraîne un changement immédiat de posture. Les priorités ne se limitent plus à la sécurité intérieure ou à la gestion de l'urgence, mais s'élargissent à la planification stratégique. Les institutions doivent absorber un afflux soudain d'attention diplomatique tout en construisant des cadres juridiques capables d'encadrer l'exploitation future. Cette pression oblige l'administration à accélérer sa capacité d'expertise car chaque retard peut être interprété comme une faiblesse. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré met en avant une ligne de conduite centrée sur le contrôle public et la lisibilité des décisions, afin de préserver la crédibilité de l'État face aux partenaires extérieurs. Pour les entreprises, locales comme internationales, l'effet est double. D'un côté, la découverte ouvre des perspectives inédites dans les secteurs miniers, technologiques et logistiques. Les sociétés locales y voient une opportunité de monter en gamme, notamment à travers la formation et la sous-traitance. De l'autre, les acteurs étrangers comprennent que l'accès ne sera ni automatique ni immédiat. Les signaux envoyés par les autorités indiquent que les partenariats devront inclure des transferts de compétences et des garanties de durabilité.
ce qui modifie les calculs habituels de rentabilité à court terme. Pour la population, l'impact est d'abord symbolique, puis progressivement matériel. La découverte nourrit un sentiment de reconnaissance et de fierté nationale, visible dans les discours publics et les mobilisations citoyennes. Cependant, elle suscite aussi des attentes élevées: emploi, infrastructures, amélioration des services essentiels. Le risque réside dans l'écart entre l'espoir et le calendrier réel de l'exploitation. Les autorités cherchent donc à tempérer les promesses en rappelant que les bénéfices ne seront ni immédiats ni automatiques, mais conditionnés à des choix de gouvernance rigoureux. À l'échelle régionale et internationale, enfin, Somgand reconfigure les équilibres. Les pays voisins observent avec attention la manière dont le Burkina Faso gère cette transition, conscient qu'elle pourrait servir de précédent. Pour les grandes puissances, la découverte introduit un nouvel acteur potentiel dans des chaînes de dépendance sensibles, notamment autour des terres rares. Cette situation alimente à la fois des offres de coopération et des stratégies de contournement, chacune cherchant à préserver ses intérêts sans provoquer de rupture ouverte. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré devient une figure de référence, non seulement pour ses décisions internes, mais pour le message qu'elles envoient à l'extérieur. La manière dont les conséquences sont réparties entre l'État, les entreprises, les citoyens et les partenaires régionaux déterminera si Somgand restera un symbole d'espoir ou deviendra une source de tension durable. La question centrale demeure alors simple et exigeante: ces effets concrets pourront-ils être alignés sur une vision cohérente, ou entreront-ils en concurrence au fur et à mesure que l'exploitation se précisera? Le premier scénario, souvent qualifié de central, repose sur une progression graduée et prudente. Dans cette hypothèse, les autorités maintiennent le contrôle du site de Somgand tout en ouvrant des coopérations techniques limitées, strictement encadrées. Les annonces publiques restent mesurées afin de contenir les attentes internes et d'éviter une surchauffe diplomatique. Les revenus directs demeurent faibles à court terme, mais la crédibilité institutionnelle s'améliore. Ce scénario privilégie la stabilité. Il réduit les risques immédiats au prix d'une croissance plus lente et d'une exposition médiatique prolongée. Le deuxième scénario, plus optimiste, suppose une convergence favorable de facteurs internes et externes. Les cadres juridiques sont rapidement clarifiés, la sécurité du site est consolidée et des partenariats équilibrés permettent un début d'exploitation pilote. Dans ce cas, le Burkina Faso parvient à traduire la découverte en investissements visibles, notamment dans la formation et les infrastructures. La perception internationale évolue alors d'une curiosité prudente vers une reconnaissance stratégique. Cette trajectoire renforce l'image d'un État capable de transformer une ressource en levier de développement, tout en conservant une marge de manœuvre politique. Le troisième scénario, plus sombre, met en lumière les risques d'une accélération mal maîtrisée. Une pression excessive, diplomatique, économique ou interne, pourrait pousser à des décisions hâtives fragilisant le cadre de gouvernance. Des concessions mal négociées, des rivalités entre partenaires ou des tensions sociales liées aux attentes non satisfaites viendraient alors compliquer la situation. Dans cette configuration, la découverte deviendrait un facteur d'instabilité, attirant davantage de contraintes que de bénéfices à court terme. Face à ces trois trajectoires possibles, une recommandation de fond s'impose: raisonner en séquence plutôt qu'en coup d'éclat. Chaque étape gagnée en clarté institutionnelle réduit la probabilité du scénario négatif, même si elle retarde les gains visibles. La décision clé n'est donc pas de choisir entre vitesse et prudence, mais de définir un rythme compatible avec les capacités réelles du pays.
À l'arrière-plan de ces scénarios, Ibrahim Traoré incarne un point de continuité. Ces choix dans les prochains mois pèseront moins par leur portée immédiate que par le signal qu'ils enverront, celui d'un État qui anticipe ou d'un État qui réagit. Pour une première partie du public, notamment les jeunes et les étudiants, Somgand devient un repère narratif nouveau. La découverte introduit l'idée que l'avenir ne se limite pas à l'émigration ou à l'économie informelle, mais peut aussi passer par la science, la géologie, l'ingénierie et la gestion publique. Les débats autour de la formation, des compétences techniques et de la place du savoir local prennent alors une visibilité inhabituelle. Même sans effets immédiats sur l'emploi, le simple déplacement des horizons possibles modifie les aspirations individuelles. Pour un second groupe composé d'agriculteurs, de commerçants et de travailleurs urbains, l'impact est plus ambivalent. D'un côté, la découverte nourrit l'espoir d'investissements futurs dans les routes, l'énergie ou les services publics. De l'autre, elle suscite des inquiétudes liées à la hausse des prix, à la redistribution et à la priorité accordée à certains territoires. Ce public observe moins les discours géopolitiques que les signaux concrets. Stabilité des marchés, sécurité locale, continuité des activités quotidiennes. Un troisième groupe, plus politisé, suit l'événement comme un test de crédibilité institutionnelle. Pour ces citoyens, la question centrale n'est pas la taille du gisement, mais la cohérence entre les annonces et les actes. Ils scrutent la transparence des décisions, la clarté des règles et la capacité de l'État à résister aux pressions extérieures. Leur soutien dépendra moins des promesses que de la perception d'un cadre équitable et prévisible. À travers ces regards croisés, Somgand agit comme un miroir social. Il révèle des attentes différentes, parfois contradictoires, mais toutes liées à une même interrogation. Cette découverte améliorera-t-elle réellement la vie quotidienne ou restera-t-elle un symbole lointain? En ce sens, l'événement ne concerne pas seulement les élites ou les partenaires internationaux. Il engage le public dans une réflexion collective sur le temps long, la patience et la responsabilité partagée. La première étape de la feuille de route consiste à verrouiller la gouvernance du site. Cela implique une clarification rapide des responsabilités entre institutions civiles et militaires, ainsi qu'un cadre légal provisoire définissant ce qui est autorisé et reporté ou interdit. L'objectif n'est pas d'accélérer l'exploitation, mais d'éviter les zones grises où s'installent les pressions et les arrangements informels. Cette phase repose sur des décisions administratives mesurables, périmètre sécurisé, chaîne de commandement claire et contrôle de l'information sensible. La deuxième étape concerne le savoir et les compétences. La création annoncée d'une Académie nationale des mines s'inscrit dans cette logique. Former des ingénieurs, des techniciens et des cadres locaux permet de réduire progressivement la dépendance extérieure. À court terme, les partenariats restent nécessaires, mais ils sont cadrés par des exigences de transfert de connaissances et de participation locale. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension éducative constitue la véritable richesse durable, celle qui subsiste même lorsque les ressources s'épuisent. La troisième étape touche à la sécurité élargie. Au-delà de la protection physique du site, il s'agit d'anticiper les risques de déstabilisation indirecte, désinformation, rivalités économiques, tentatives d'influence politique. Des mécanismes de coordination régionale et de veille stratégique sont alors privilégiés, afin de réduire l'isolement et de partager certaines charges de surveillance. Cette approche vise à transformer la vulnérabilité potentielle en responsabilité collective. La quatrième étape porte sur la transparence et le rythme. Les autorités annoncent des points d'information réguliers, non pour multiplier les promesses, mais pour maintenir une lisibilité minimale du processus.
chaque avancée est présentée comme conditionnelle, réversible et évaluée dans le temps. Cette prudence assumée sert de garde-fou contre l'emballement des attentes internes et externes. Enfin, la cinquième étape relie la découverte à des objectifs sociaux précis. Les premières projections évoquent donc des investissements ciblés dans la formation, l'énergie et les infrastructures locales plutôt qu'une redistribution immédiate. Cette logique conditionnelle, investir d'abord, redistribuer ensuite, cherche à aligner la ressource avec une trajectoire de développement maîtrisée. L'ensemble de cette feuille de route repose sur une idée centrale. Ce n'est pas la vitesse qui protège la souveraineté, mais la cohérence des étapes. Reste à savoir si cette cohérence pourra être maintenue lorsque les enjeux financiers deviendront plus concrets. À mesure que la séquence avance, un motif revient, discret mais constant, celui du volcan que l'on croyait endormi. Somgand, longtemps ignoré, devient le symbole d'un potentiel resté enfoui, attendant le moment où le contexte humain et politique permettrait son émergence. Ce rappel traverse les discours publics et les récits populaires, reliant la découverte géologique à une lecture plus large de l'histoire nationale. Ce n'est pas seulement la Terre qui s'est révélée, mais une confiance collective longtemps contenue. Dans cette narration, Ibrahim Traoré occupe une place particulière, non comme figure héroïque isolée, mais comme point de convergence d'attentes, de craintes et de projections. Ses prises de parole sobres contrastent avec l'ampleur des réactions internationales, renforçant l'idée que le vrai défi n'est pas de convaincre le monde, mais de rester aligné avec une promesse intérieure. Cette retenue devient en elle-même un message politique. Le rappel essentiel tient en une phrase simple. Une ressource ne décide jamais à la place d'un pays. Elle amplifie ce qui existe déjà, institutions solides ou fragiles, visions partagées ou fragmentées. À ce stade, Somgand n'impose pas une trajectoire, il éclaire des choix. Et c'est précisément cette responsabilité qui donne à l'instant son poids émotionnel. Si un fil relie le début et la fin de ce récit, c'est celui-ci. Ce qui sommeillait n'était pas seulement sous la roche, mais dans la capacité d'un pays à se penser autrement. Le reste dépendra du temps, de la constance et de la mémoire collective. L'histoire de Somgand ne se conclut pas par une certitude, mais par une invitation à observer. Elle invite à suivre, pas à applaudir aveuglément. Dans un monde habitué aux récits rapides de succès ou d'échecs, le Burkina Faso propose, volontairement ou non, une autre temporalité, faite d'étapes, de prudence et de débats internes. Cette lenteur relative est en soi un choix et peut-être un signal. Pour les observateurs extérieurs, l'enjeu n'est pas de savoir qui gagnera l'accès à la ressource, mais comment un État négocie sa place lorsqu'il devient visible. Pour les citoyens, la question reste plus concrète. Quelles décisions amélioreront réellement la vie quotidienne et lesquelles ne feront que déplacer les contraintes? Ces interrogations n'ont pas de réponse immédiate, mais elles structurent déjà le débat public. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme une solution unique, ni comme un risque abstrait. Il incarne un moment, une transition dont la portée dépendra autant de l'adhésion collective que des choix institutionnels. Le récit reste donc ouvert, volontairement. La véritable question peut-être n'est pas ce que Somgand apportera au Burkina Faso, mais ce que le Burkina Faso choisira d'en faire, et ce que cette décision dira au reste du monde.